Bonjour à tous. C'est notre 5e numéro de nos échanges analyses sur les sujets de l'actualité nationale. Au Bénin actuellement, ce qui fait les chaudes de discussion, notamment dans le milieu politique, c'est la rencontre entre Patrice Talon et une délégation du parti Les Démocrates. Nous allons en parler pendant ces échanges tout à l'heure avec notre analyste politique. Il est bien fidèle à ce rendez-vous, Anissé Carlos Oké. Monsieur Oké, bonjour. Bonjour Tanguy. Bienvenue sur mon plateau. En dehors de l'entrevue du lundi en fin d'après-midi au Palais de la Marina, nous aurons deux autres sujets à évoquer. La démarche avortée du Parti Les Démocrates pour remobiliser autour de lui les autres partis de l'opposition. Et puis la question du surendettement du Bénin selon les alertes du même parti de l'opposition. Je veux parler du Parti Les Démocrates. On va commencer donc par le tout premier sujet. La rencontre entre Patrice Talon et une délégation du Parti Les Démocrates au Bénin. On va aborder un peu ce sujet sur deux angles, notamment la forme, donc l'opportunité, le contexte, et puis le fond, les sujets qui ont été évoqués. Parlons déjà de la forme. Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Mais ça dépend de l'agenda de chacun des protagonistes. Ça aurait pu être avant. Et je pense que ça aurait pu être avant à l'initiative justement du président Boni Yayi, qui, de mon point de vue, avait le plus besoin de parler avec le président Patrice Talon. Ça me rappelle un peu ce que me disait un de mes mentors, à savoir que le Bénin, c'est le pays où les choses les plus compliquées se règlent de la manière la plus simple, et où les choses les plus simples se règlent de la manière la plus compliquée. Vous vous rappelez que dans une lettre récente, le président Boni Yayi a alerté la communauté internationale sur un certain nombre de situations préoccupantes. Tout à fait, ouais. Et voilà la même société, la même communauté internationale qui voit le président Boni Yayi discuter avec le président Talon à propos de ces problèmes préoccupants qui, apparemment, ont trouvé des réponses plutôt satisfaisantes. Et on peut se demander, mais pourquoi ce dialogue n'avait pas eu lieu avant, et pourquoi le patriarche avait-il pensé que il n'aurait jamais gain de cause avec ce genre de préoccupation en allant rencontrer son successeur. Alors moi je trouve que c'est une excellente chose que à la fin ceux qui doivent se parler pour que le pays se porte bien, pour que les citoyens soient en osmose, que ces gens-là se parlent. Et la scène que nous avons vue tous ensemble lundi est du genre de scène qui réchauffe le cœur. Vous avez parlé d'agenda du chef de l'État. Qu'est-ce qui a bien pu déterminer cela? Certains pensent que c'est l'alerte donc de Boni Yayi à l'adresse de la communauté internationale et surtout ce relais-là sur sa page Facebook, n'eût été justement qu'il a fait partager, je dois dire, le contenu de ces lettres avec la communauté internationale. L'opinion publique ne serait pas informée. Mais est-ce qu'auparavant, il avait essayé de rencontrer son successeur qui a opposé une fin de non-recevoir? Moi, je pense que c'est à la suite de certaines démarches qui n'auraient pas prospéré, qu'il aurait peut-être pris l'opinion publique nationale et internationale à témoin de ce qu'il avait des difficultés à concilier ses positions avec celle de son successeur sur une question aussi essentielle que celle de la liste informatisée. Bon, il n'y avait pas eu apparemment de tentative, il n'y avait pas eu de demande à ce que nous ayons su, en tout cas. Et subitement, on entend cette alerte qui a fait peut-être réagir le président Patrice Talon qui s'est dit, mais en fait, là où il n'y a aucun problème, pourquoi est-ce que les gens crient voilà. Donc, si vous avez envie de voir clair dans la liste électorale, il fallait juste le demander. Et quand ils l'ont demandé, je crois que c'est acquis. Ils mettront tous les experts qui voudront autour de cette liste pour voir tout à fait clair dedans. Et puis, tout le monde sera rassuré de ce que c'est un travail technique qui a été bien élaboré. Vous avez été un peu embêté sur ce même plateau par rapport à cette démarche de Boni Yayi dans le temps, qui a écrit sur sa page Facebook, qui a écrit à tout le monde. Vous avez été vraiment embêté. Pourtant, aujourd'hui, on sent que le besoin était là, puisque cela aboutit à une audience. Bon, ce que je me dis, c'est que ce n'est pas forcément la bonne méthode pour discuter avec son successeur.
ils se connaissent, peut-être que... Peut-être que les numéros ne passent plus, ou que les intermédiaires sont un peu plus occupés. C'est la pression effective qu'il a mise, qui a fait qu'il a pu être reçu. Mais je constate que c'est le président Talon qui a pris l'initiative de cette rencontre, parce que manifestement, il n'avait rien à cacher en ce qui concerne cette liste électorale. Et donc, de mon point de vue personnel, si cette démarche avait été faite avant, il y avait des chances qu'elle aboutisse. Certains s'attendaient à ce que Boni Yayi ne se présente pas. En tout cas, a vu sa double casquette dans ses chefs d'État et surtout de président du parti de l'opposition. Ça serait bien curieux parce qu'il ne peut pas lancer une alerte sur un sujet aussi important et refuser ensuite de se rendre... refuser, laisser la délégation aller discuter avec le chef de l'État. Oui, il aurait peut-être pu le faire, mais ça ne serait pas tout à fait à son honneur, parce qu'il est le chef du parti, et que s'il appelle le parti, c'est pour être celui qui parle au nom du parti, c'est pour être celui qui représente le parti. Et je pense que sa présence hier a donné un cachet spécial à cette rencontre qui n'aurait pas été, qui n'aurait pas eu comment on dit, la même importance si Boni Yayi n'y était pas allé. Il y a eu un moment d'aparté entre le chef de l'État et Boni Yayi. Vous avez compris pourquoi? C'est difficile à comprendre. Mais c'est deux personnes qui se connaissent il y a longtemps et qui se sont pratiquées, qui ont fait beaucoup de choses ensemble. Et nous avons tort de penser qu'entre eux, il n'y a que de l'inimitié. Nous avons tort de penser qu'entre eux, c'est un combat à mort. En dépit des épisodes de 2012, de 2014, tout ce qu'on a fait devant les tribunaux, les pardons, le discours, tout ça. C'est de la politique. La politique est ainsi faite que les enfants de même père et de même mère peuvent, devant le public, paraître comme les adversaires les plus farouches et se retrouver à la maison le soir à manger ensemble. Donc je pense qu'entre eux, entre Boni Yayi et Patrice Talon, il y a quand même des liens forts qui, d'une façon ou d'une autre, finissent par transparaître. Parce que si les deux ne s'appréciaient pas du tout, si les deux avaient tellement de haine entre eux, l'un envers l'autre, cet aparté n'aurait pas eu lieu. Parce que cet aparté, en réalité, c'est pour se dire des choses que les autres ne sont pas supposés entendre. Donc, ils partagent des secrets. On a vu d'abord, avant cette rencontre, quelques mouvements sur la scène politico-diplomatique. On a vu quand même le représentant résident de la CEDEAO aller discuter avec les députés de la mouvance, notamment les députés UPL, puis après, aller faire le même exercice du côté du parti Les Démocrates. Et puis ça peut avoir un lien là. C'est une formalité que la CEDEAO fait partout où on se prépare à aller aux élections. Il y a un comité qui a vocation à prévenir les conflits et éventuellement à les régler lorsqu'ils surviennent. Bon, je pense que c'est dans ce cadre que ce représentant de la CEDEAO a fait la démarche. Et comme il le fait, comme ça se fait dans presque tous les pays où la CEDEAO supervise ou en tout cas participe à l'élaboration des textes et des lois qui fondent une bonne élection. Parlons du fond maintenant. Patrice Talon qui accepte l'audit du fichier électoral et plus largement l'état civil en confession. Un piège de la sincérité, de l'ouverture. Comment est-ce qu'on voit ça? À tout le moins, c'est de l'ouverture. Ça veut dire qu'il n'entretient aucun fétichisme autour de cet outil qui est d'utilité et d'usage public. Bon, c'est pour démontrer à la face du monde, me semble-t-il, qu'il n'a rien à cacher et que le fait d'avoir choisi quelqu'un qui est un expatrié neutre était sans doute une excellente option et il voudrait que le monde entier le sache. Parce que si le fichier est audité, il faudra bien que la réponse soit rendue publique et que tout le monde constate. Il nous fallait d'abord, d'ailleurs même que l'opposition ait accès véritablement au fichier et surtout qu'il ait des réponses adéquates. Parce qu'on a vu par le passé aussi, un pouvoir en place dit, je vous jure, tout ce qui est fait est propre, venez voir si vous voulez, mais les portes ne se sont jamais ouvertes quand les gens se sont déplacés. Oui, mais vous savez, ici,
il m'a semblé que le président Talon a dit à ses visiteurs d'aller chercher eux-mêmes les experts qu'ils considèrent comme étant suffisamment crédibles pour leur garantir la fiabilité de la liste électorale. Mais il n'a pas dit que les portes seront ouvertes et non plus que les accès seront tout à fait libres aux fichiers, comme on le voudrait bien. En tout cas, on verra avec le temps ce que ça va donner. De quels moyens dispose aujourd'hui l'opposition pour aller vérifier véritablement ce fichier? Non, l'opposition n'a pas à vérifier. L'opposition a à commettre des experts pour s'assurer que ce travail technique... Elle est dans la démarche de vérification. Non, écoutez, ça c'était avant. Je pense que le président Talon est dans une autre démarche. Depuis qu'il est allé chercher quelqu'un qui est neutre pour s'occuper de la liste et qu'il a refusé de faire superviser la confection de la liste par un comité politique, il est dans une autre démarche. On fait les choses de façon plus républicaine que par le passé. Oui, mais vous insistez sur l'adjectif neutre. Oui, mais celui qui vous nomme, il ne vous fait pas neutre. Non, c'est pour ça que le fait que ce soit quelqu'un qui n'est pas un cadre national, c'est ça la différence. Ce n'est pas un cadre national. Donc, lui, quel intérêt il a à faire la régularité de son salaire et la tenue de son contrat jusqu'à la fin. De toute façon, la décision a été prise d'auditer la liste, n'est-ce pas? Oui. Bon, s'il y a des goulots d'étranglement, le parti d'opposition qui est demandeur nous le fera savoir. Voilà. Oui, justement, on parle de lui, la question de la nationalité du directeur. Ça n'a pas été évoqué, j'ai l'impression que ça ne gêne plus. Ça ne devrait plus gêner à partir du moment où quitus a été donné pour auditer la liste. Donc, à partir de ce moment, peu importe l'importance peu importe la nationalité de celui qui a fait le travail, dès lors qu'il est autorisé de l'auditer et de s'assurer que c'est une liste fiable, eh bien, je crois que le problème de tout le monde est réglé. Parce que c'est cette méfiance en réalité qui faisait que les hommes politiques se croyaient obligés d'être à la table de la confection de la liste électorale. Est-ce que véritablement cette atmosphère de méfiance, ça va tomber là après cette séance du lundi? Non, ça m'étonnerait un peu que ça tombe. Ça m'étonnerait parce que ce n'était qu'un grief un peu, on va dire, comment on dit, de distraction. De distraction. De façade. De façade, voilà. Parce que les véritables griefs que les partis d'opposition ont vis-à-vis du pouvoir sont un peu plus, me semble-t-il, un peu plus... C'est quand même curieux que vous traitiez ce grief de façade, de distraction, parce que justement on ne peut pas, pour un outil qui devrait être partagé par deux acteurs, l'opposition et la mouvance, on ne peut pas laisser sa commission à une seule partie. Est-ce que ce n'est pas quelque part de façon normale que l'autre partie cherche à comprendre ce qui se fait? Oui, mais l'autre partie vient de demander à comprendre et on l'a autorisé. Oui, mais depuis le début, vous pensez que c'est un grief de façade? Non, vous savez, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. La confection d'une liste comme celle qui est en cours n'est pas un sujet politique. Pas du tout. C'est un sujet de souveraineté nationale et c'est le gouvernement qui le pilote. Ce n'est pas un sujet politique du tout. Parce que la liste électorale n'est qu'une partie qui sera extraite du fichier qui est en cours. Et donc, ça a un petit volet politique. Non, elle n'est pas... La qualité de la liste électorale qu'on extrait... Nous avons la mauvaise foi ancrée en nous. C'est parce que nous savons chacun ce que nous aurions fait si nous avons été chargés de confectionner cette liste. Nous sommes tous dans la méfiance, c'est normal. Mais je pense que ceux qui font la liste aujourd'hui ne sont pas du tout dans la logique politique, ils font un travail purement technique. Et si l'opposition ne se sent pas rassurée, elle est autorisée à aller vérifier. Et puis quand elle aura vérifié, elle nous dira en retour si il y a eu du tripatouillage ou en tout cas si le travail qui est fait dans les formes républicaines. Je pense que c'est ce qu'ils seront obligés à la fin de nous dire parce que nous avons tous suivi le cheminement que la confection de cette liste a prise et nous savons tous que c'était une démarche purement professionnelle et tout à fait technique. Oui, j'ai l'impression que vous avez une foi, disons même aveugle en la qualité de ce qui se fait. Alors parce que le pouvoir n'a pas intérêt à avoir une liste tronquée.
Mais ça se fait par le passé. On a vu la plupart des pouvoirs politiques en Afrique confectionner des listes qui sont en polémique, même dans notre pays en 2011. C'était remettre toujours en cause le chaos qu'on a obtenu, etc., etc. On connaît un peu l'atmosphère qui entoure les listes électorales en Afrique. C'est cette atmosphère qui continue de prévaloir et de créer un problème à ceux qui pensent que quand ils ne sont pas là, rien de bon, rien de juste, rien d'équitable ne peut être fait. Mais la démarche depuis quelque temps n'est pas tout à fait celle-là. Vous avez vu que celui qui avait géré cette liste jusqu'à un moment, c'était un compatriote. Et nous avons vu toutes les explications qu'il était venu donner. Ça n'a rien de très politique, tout ça. Il y a le RAMU pour laquelle cette liste serait utilisée. Nous avons tous un identifiant aujourd'hui. Est-ce que l'opposition peut, de là où elle est aujourd'hui, dire qu'il y a des personnes qui ont des identifiants doubles, ou bien des personnes... Oui, par le passé, on a noté quelques éléments. Oui. Aujourd'hui, tout ce qui s'est passé par le passé. Tout ce qui on veut s'assurer maintenant que tout a été régularisé. Aujourd'hui, se fait en tenant compte des errements et des égarements du passé. C'est une aberration que de voir des partis politiques réunis autour d'une liste d'utilité et d'usage public. C'est une grosse aberration. Et il faut que nous évoluions, et il faut que nous trouvions le moyen de transcender un peu ces petites bassesses politiques pour aimer notre pays et faire les choses de façon républicaine. Moi, j'ai le sentiment que ce qui se fait aujourd'hui est tout à fait dans les normes et que, bon... Vous avez accès aux fichiers? Vous avez eu quelle part de contribution et d'assistance à tout le processus pour prévaloir de sa qualité? Je vous l'ai dit, ça s'est passé sous nos yeux et nous avons tous observé le processus tel qu'il s'est déroulé. Et de mon point de vue, très honnêtement, par le passé, l'opposition avait de nombreuses preuves pour venir exhiber à la télévision. C'est maintenant qu'ils auront accès aux fichiers. Attendons-les, non, attendons leur examen, attendons l'avis de leurs experts, attendons, je dois dire, le compte rendu de ceux qui feront l'audit pour statuer. Par le passé, l'opposition n'attendait pas d'avoir un audit. L'opposition mettait des preuves sur la table pour démontrer que ce qui est en train d'être fait là, que c'est du tripatouillage. Mais là, c'était avéré. Là, on a fait accès à rien du tout. Et c'était à un moment où tous les partis politiques s'entendaient pour aller s'asseoir à la table. Vous comprenez? Bon, aujourd'hui, honnêtement, le travail a été dépouillé de toutes ces oripeaux politiques qui l'encombraient. Et je pense, de mon point de vue personnel, là, je pense que quelque chose se fait de bien et de beau. Vous avez vu la facilité avec laquelle le président a accepté que la liste soit auditée. C'était facile. Il y a longtemps que le grief planait. Hein. On a mis des mois. C'était si facile. Normalement, ça devrait venir aussitôt. La liste avait été remise en cause? La démarche, la nomination, etc. avait été décriée déjà. L'absence des éléments de l'opposition à toutes les... C'était de la suspicion, c'était des présomptions, c'était des procès d'intention. Mais tout ça, ce n'est pas des preuves. Tout ça ne signifie pas qu'il se passe des choses anormales. Bon, alors aujourd'hui, quand ça sera audité, on le saura tous. Si attendons donc l'audit et voyons voir de quel côté se situe la bonne ou la mauvaise foi. En tout cas, chacun décidera. Est-ce que vous pensez vraiment qu'à cette allure-là, on est à l'abri d'éventuelles surprises liées justement à la qualité de la liste électorale? Parce qu'on sait que la plupart de nos crises en Afrique proviennent justement de sa qualité. On se rappelle aussi, décidément, 2011 ne sera jamais loin de nous. On se rappelle 2011, on se rappelle aussi 2016. On a fait voter des gens en faisant porter des urnes par des hélicoptères dans ce pays. Est-ce que véritablement, avec cette liste, on est vraiment à l'abri de tout cela? Ce n'est pas qu'une question de liste. Ce n'est pas qu'une question de liste, c'est une question de mentalité. Et on ne peut rien faire contre des gens qui refusent d'être sérieux. On ne peut rien faire contre des gens qui... décident de faire de la fraude si tant est que ils veulent faire de la fraude. La meilleure liste au monde ne peut pas nous épargner de scènes de fraude si certaines personnes décident d'en faire. La meilleure liste au monde ne peut pas nous en épargner. C'est une question d'éducation civique, c'est une question de patriotisme pour que chacun sache donner toute son importance
à l'outil électoral, au processus électoral et à l'acte de vote. Si nous n'arrivons pas à atteindre ce niveau de civisme, on peut avoir les meilleures listes, on peut avoir les meilleures, comment dire, la meilleure organisation des élections, il y aura toujours des problèmes. Donc, il faut que les partis politiques aient aussi ce volet qui, me semble-t-il, est complètement abandonné. Il faut éduquer les citoyens. Il faut éduquer les citoyens. Et il faut faire comprendre aux citoyens que le vote est un outil extrêmement puissant et que lorsque on perd complètement le sens de son vote parce qu'on a reçu un sac de maïs hier, ou lorsqu'on va bourrer des urnes parce qu'on a reçu de l'argent pour le faire, on est véritablement en train de travailler contre le pays. Il faut que cette éducation soit ancrée en nous et que tous les citoyens aient conscience des droits et devoirs qui sont liés aux questions électorales. Alors, on va progresser un peu. Hein. Il n'y avait pas que la question de la liste électorale qui était au menu des échanges hier. Mais si c'était le sujet principal pour lequel l'OTAN a ouvert ses portes à ses visiteurs du lundi, il y avait aussi, les visiteurs le voulaient bien, la question de la libération des prisonniers politiques et du retour des exilés. Patrice Talon ne veut gracier personne. Entêtement, insensibilité jusqu'au boutiste. Comment est-ce que vous interprétez cette action, cet acte, cette détermination de Patrice Talon? Je l'interprète par le fait qu'il est venu au pouvoir avec des convictions. Quand il a dit qu'il veut marquer une rupture, il le disait avec conviction. Beaucoup de gens n'ont pas compris à quel point il était déterminé, me semble-t-il. Parce que gracier, amnistier, ça fait partie des choses qui tuent complètement le droit dans toute sa primauté. Vous savez, moi, je vais vous donner un exemple très simple. Ou même deux. Pour montrer à quel point certaines démarches que nos hommes politiques font manquent quelque peu de délicatesse. Vous savez, il y a eu en France la crise des gilets jaunes. Il y en a beaucoup qui étaient restés dans la légalité. Il y en a d'autres qui sont allés en marge de la légalité et qui ont vandalisé. Ces personnes se sont retrouvées en prison, par centaines. Elles appartiennent à des groupes organisés, à des organisations de la société civile et à des partis politiques. Vous imaginez en France un parti politique se lever pour aller sur la place publique, dire que les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de ces manifestations qui étaient tout à fait légitimes devraient être libérées pour apaiser le climat social. Vous imaginez ça? Parce que peut-être le climat social n'a pas été aussi tendu comme on avait... La crise des gilets jaunes, ça fait combien de morts? Le climat n'est tendu que par ce qu'en disent les hommes politiques. Le climat n'est tendu que par ce que provoquent les hommes politiques. Le climat n'est jamais tendu. Ce sont les hommes politiques qui décident du temps du climat. Vous voyez? Donc, ce que je dis, c'est une question de morale et d'éthique en politique. Un parti politique ne peut pas s'associer à la délinquance. Donc, vous voyez, en France... C'est quoi? Demander à ce que les gens qui sont en prison soient libérés. Ce sont des gens qui se sont comportés... C'est s'associer à la délinquance. C'est s'associer à la délinquance. Vous savez, quand vous voulez manifester, dans le cadre institutionnel que nous nous sommes donnés, quand vous voulez manifester, tant que vous êtes dans la légalité, vous pouvez affronter le président. Vous pouvez penser que vous affrontez le président. Ça dit que vous pouvez chanter Patrice Talon rééloué, Patrice Talon rééloué. Vous pouvez chanter ça du matin au soir. Personne ne viendra vous dire quoi que ce soit. Parce que c'est légal. C'est une manifestation avec les moyens légaux. C'est pacifique. Et vous ne faites que... Non, mais ce que vous dites... Non, attendez. Oui. Mais par contre, lorsque une vitre est cassée, lorsque un pneu est brûlé, c'est fini. Vous n'avez plus... ce n'est plus le président de la République que vous affrontez. C'est l'État que vous affrontez avec toute sa machine répressive. Et ça, je crois qu'on ne l'explique pas suffisamment. Oui, mais dans ce que vous dites, il y a une petite contradiction parce que Patrice Talon a accepté que les jeunes, les étudiants, les élèves
peut-être les artisans, les jeunes apprentis qui ont participé d'une manière ou d'une autre à des violences lors des élections passées puissent être libérés. Je crois qu'il a même donné des consignes, en tout cas quand on fait foi aux paroles des visiteurs. Pendant ce temps, il dit niet à Ricky Amadougou et peut-être aussi à Joël Aïvo. Il y a une contradiction quelque part, non? Il n'y a aucune contradiction. Ça veut dire simplement qu'il y a les commanditaires et il y a les jeunes qui ont été manipulés sans même savoir ce qu'ils faisaient. Il y a parmi ces jeunes qui se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a parmi ces jeunes qui ont pris un peu d'argent et qui croyaient qu'il suffit d'agiter un peu de clochette pour faire du bruit dans la ville, et sans savoir qu'on les entraînait dans une situation compliquée. Donc, ces jeunes-là sont susceptibles d'être plus facilement pardonnés que les instigateurs d'un mouvement d'affrontement de l'État. Donc, il n'y a aucune contradiction. C'est pour ça que je vous dis, vous ne pouvez pas avoir un parti politique organisé dit il y a mes militants parmi ceux que vous avez arrêtés pendant la crise des Gilets jaunes et pour que le climat soit apaisé. Vous ne savez pas tout ce qui se dit dans les coulisses en France. Et puis les partis politiques, ça peut mettre des avocats à disposition de ceux qui ont été arrêtés. Oui. Est-ce qu'on a besoin d'aller dans les coulisses pour savoir comment ça se passe au Bénin? Au Bénin, ça se passe sur la place publique. Il y a des gens, pour prendre le deuxième exemple, qui ont envahi le Capitole et qui ont été arrêtés par centaines et lourdement condamnés. Il y en a parmi ces personnes qui sont des personnalités connues, des personnalités d'envergure, qui ont été lourdement condamnées. Vous imaginez les républicains aller sur la place publique et dire « Ah, vous savez, ce sont nos militants, pour que la paix sociale revienne, il faut que ces militants-là soient libérés. » Vous imaginez ça? C'est quand même 200 ans, 300 ans de démocratie, on n'a pas les mêmes expériences, nous faisons nos petites erreurs et nous avançons. Alors, j'ai l'impression que Patrice Talon sur le Kamadougou est vraiment presque allergique, parce que la réponse est à la limite de quelqu'un qui a une position vraiment tranchée. Vous avez compris pourquoi? Est-ce que ça... c'est si radical? Non, je ne peux pas vous expliquer, parce que je n'ai pas les informations que le président Talon a. Pourquoi est-ce que, selon vous, le cas Joël Aïvo a été très peu évoqué? On n'a pas entendu son nom au rendez-vous du lundi. Je mets ça sur le compte de l'appartenance de Mme Madougou au Parti Les Démocrates. Et donc, comme ce sont les démocrates qui sont allés vers le président de la République, il est normal qu'ils parlent de leurs membres, qui plus est, a été candidate à la dernière élection présidentielle. On oublie progressivement donc. Bon, mais ça n'empêche qu'ils aient peut-être parlé de Joël Aïvo. On ne peut pas dire qu'ils n'en ont pas parlé. Non, on n'en a pas entendu parler. Sauf que le président Patrice Talon n'a pas prononcé le nom de Joël Aïvo. Et donc peut-être bien qu'ils en ont parlé et qu'il a estimé que c'est le cas Madougou qui a été peut-être celui qui a été le plus largement évoqué. Et, bon. Et puis ce sont ceux qui ont rapporté les informations de la présidence de la République. On fait foi à leurs paroles. Bon, donc ils ont pu sélectionner les informations qu'ils voulaient et nous les faire parvenir. Dans ce cas-là, avec cette position de Patrice Talon, quel destin pour la loi sur l'amnistie selon vous? Sur ce plateau, la dernière fois, je pense que je vous avais dit que cette loi ne suivait pas la procédure normale qu'elle aurait dû. Donc pour vous, c'est la mort certaine. C'était de la distraction, me semble-t-il. Vous voyez, la démarche qui a été faite lundi, c'est le genre de démarche qui aurait connu peut-être une suite. Mais ils n'ont demandé que ça tout le temps. Non, ils ont demandé un dialogue. Ça, c'est différent. Un dialogue, c'est comment ça se fait? C'est différent d'une audience? Oui, c'est différent d'une audience. Parce que le dialogue, c'est pour obliger le président à épouser un certain nombre de points de vue et à accepter et à faire un certain nombre de concessions. Le dialogue, c'est obliger quelqu'un à poser des points de vue ou c'est échanger sur des questions qu'on pense importantes de la République? Non, le dialogue, c'est pour poser des problèmes concrets et dire au président, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. C'est ça le dialogue. C'est pas aller se saluer. Exactement comme ça s'est passé hier. Ils sont allés, il faut que tu fasses ci, il faut que tu libères tel, il faut que tu fasses rentrer tel, laisse rentrer tel, etc. C'est la même chose, c'est peut-être en miniature. C'était moins formel et ça a pris l'allure de doléance envers le chef de l'État. C'est ça. Hier, ça a pris l'allure de doléance. S'il vous plaît, Monsieur le Président, veuillez bien vous pencher sur le cas de temps
et de temps et faites comme ci, faites comme ça. Vous voyez, c'est une forme de douleur. C'est pas dans le dialogue, c'est qu'on s'assied et chacun développe un certain nombre de points de vue et dit moi, je suis venu pour obtenir ci, pour obtenir ça. On fait des concessions, on discute. Et pour vous, ce n'est pas bon pour la République? C'est bon pour la République dans la mesure où le président estime devoir le faire. Parce que vous savez, j'ai l'impression que nous lisons un peu mal les textes de la République. Tout le monde s'entend pour méconnaître le sens profond des textes de la République. Je vous ai donné l'exemple ici, la dernière fois, de l'article 54 de la Constitution. Vous savez, moi j'aime bien faire recours à l'histoire, parce que quand on ne sait pas où on va, il faut se rappeler d'où on vient pour que le chemin s'éclaire. Vous savez, lorsque nous sommes allés à la conférence nationale, la commission constitutionnelle avait décidé que le régime qui convient le moins, le plus du moins, le régime qui convient de plus à l'expression populaire de la démocratie, le gouvernement du peuple, par le peuple, ou je ne sais pas comment ça se dit, le gouvernement du peuple, par le peuple, et pour le peuple, par le peuple, voilà. Pour le peuple, par le peuple. L'expression populaire de cette démocratie se traduit par l'adoption d'un régime semi-présidentiel. Puisque nous sommes partis d'un régime militaro-marxiste qui confisquait les pouvoirs, la plupart des confédérations souhaitaient que nous allions à l'extrême. Dans un régime présidentiel? Non, dans un régime semi-présidentiel, ou de type parlementaire. Oui. Donc, c'est ça qui a été retenu à la conférence nationale. Qu'est-ce qui est arrivé après? C'est au niveau de la commission que plus tard, cette disposition a été changée. Ah oui? Vous savez pourquoi? Dites-moi. Parce qu'ils l'ont expliqué à l'époque. Si nous avions adopté le régime semi-présidentiel, aucun président n'aurait pu, aucun premier ministre n'aurait pu gérer le pays pendant 6 mois. Comment ça? Il y aurait des blocages tout le temps. S'il provient du Parlement, s'il est l'émanation de l'Assemblée nationale, je ne vois pas comment est-ce qu'il serait bloqué. Vous savez ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec, aujourd'hui peut-être ça s'est stabilisé un peu avec la réforme du système partisan où le président Talon a essayé de faire de grands regroupements. Auparavant, à l'époque, il y avait 27 partis qui avaient été constitués et régulièrement agréés enregistrés au ministère de l'Intérieur. Et ces 27 partis faisaient un peu comme du yo-yo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis avec toi, demain je suis avec l'autre, il y avait une instabilité. C'est ça le charme de la démocratie. Il faut travailler à mettre à ses côtés, à discuter, si c'était aussi charmant, oui, nous n'aurions pas fini par trouver urgent de faire une réforme qui fasse se fondre les partis les uns dans les autres pour obtenir des blocs. Enfin, l'expérience actuellement. Je vais vous expliquer. Donc, vous savez que c'est au niveau de la commission que le type de régime a changé. Le 12 avril 1990, lorsque le président Moïse Ahans Oglélé passait l'avant-projet de constitution à Monseigneur Isidore de Souza, paix à leur âme, il lui disait, le régime de type présidentiel que nous proposons est assez particulier. Parce qu'il tient compte de nos réalités endogènes. Quand vous lisez notre constitution, il n'y en a aucune qui lui ressemble. Ah ouais, certains parlent de photocopie, parlent de quelque chose qui se passait à l'époque en France. C'est pourquoi je vous dis que nous ne lisons pas suffisamment notre constitution. Tiens, qu'est-ce qu'elle a qui représente effectivement, je dois dire, notre essence culturelle, notre histoire? Un président hyper fort. Un président très, très fort. Le président de la République du Bénin, je vous le dis, a des pouvoirs qui feraient pâlir de jalousie n'importe quel dictateur. Ce n'est pas pour la bonne santé de la démocratie, hein. On a vu quand même... C'est comme ça que le pouvoir constituant originaire l'a souhaité et l'a voulu. Et pour vous dire, vous savez que pendant la popularisation... On va finir rapidement hein, sur ce cours d'histoire. Pendant la popularisation de cette loi fondamentale, il y avait de très grands partis politiques bien constitués à l'époque qui étaient tout à fait radicalement contre le régime présidentiel. Le PRD d'Adrien Mbedine était contre, le parti de Dassondo, pour ne citer que ceux-là, le parti du président Émile Derlin Zessou. Et c'est vers la fin seulement
que ceux-là se sont ralliés quand on a fini par les convaincre de ce que si nous rentrons dans la spirale des régimes semi-présidentiels, nous n'en sortirons jamais. Donc, il a été donné à notre Constitution une particularité. L'article 54, je vous avais parlé de ça la dernière fois. C'est le président qui détermine et qui conduit la politique nationale. Personne ne le discute. Et lorsque la loi dit ça, la loi ne dit pas qu'il faut que le président prenne en compte les observations de l'opposition sur son programme. La loi ne dit pas qu'il faut qu'à un moment donné, il épouse la vision de l'opposition par rapport à certaines choses. La loi ne dit pas ça. Pourquoi il va faire un point alors en décembre devant la représentation nationale? C'est un folklore. C'est un folklore dont on peut se passer gentiment. C'est un discours sur l'état de la nation. Qu'il reste peut-être dans son bureau et qu'il fasse son discours. Vous avez vu que lorsque les maisons ont commencé à sortir, les pavillons ont commencé à sortir, le pays se construit à un rythme assez soutenu. Nous sommes tous témoins de ce que notre pays se construit. Quand ça? Actuellement ou... Actuellement. D'accord. Nous sommes tous d'accord de ça. Alors, on va avancer. On a deux sujets alors qu'il nous reste qu'une quinzaine de minutes. Un petit instant. Avant que le président n'atteigne ce résultat, il a fallu qu'il se donne les moyens de sa politique. La police que nous avions, la gendarmerie que nous avions quand il est arrivé, c'est pas ça que nous avons aujourd'hui. Donc il s'est donné la police qui, de son point de vue, correspond aux ambitions qu'il a pour son pays. Et pour aller vite, pour aller bien, pour la sécurité et tout ça. Vous avez vu cette réforme. Il s'est donné le régime fiscal qui correspond à ses ambitions. Il s'est donné la justice qui correspond à ses ambitions. Donc les gens parlent aujourd'hui de dysfonctionnement de la justice. Non, c'est le programme du président qui prévoit le type de justice que nous avons aujourd'hui. Quel est le type de justice que nous avons? Pour corriger ce qu'il fallait corriger. Vous savez que tout le monde dit que la justice est corrompue, qu'aujourd'hui c'est la chasse aux sorcières, que c'est... c'est ça qui est plus adapté aux actions du gouvernement, du chef de l'État là. Il a décidé sans aucun doute de responsabiliser le citoyen béninois. Et nous l'avons entendu dire hier qu'il faut laisser un code à la République. Tout est dans cette phrase. Allez, on va passer à notre deuxième sujet. C'est vrai que l'autre s'est achevé comme cela. Il y a d'autres éléments qui ont été évoqués lors de cette rencontre. La situation, par exemple, des cultivateurs de soja, avec cette doléance qui a été admise par le chef de l'État. La libération des jeunes, je l'ai déjà évoqué, même si on a l'impression à la fin qu'on aura discuté que de fichiers électoraux et très peu de temps pour les autres éléments. On va parler donc du deuxième sujet de ce soir, les lettres du parti Les Démocrates aux autres partis de l'opposition. Quelle appréciation de cette initiative-là d'abord? Non, d'abord, je pense que c'est une bonne initiative et elle coule de source. Ah oui? Attendez, l'opposition ne peut pas aujourd'hui concurrencer une mouvance qui est majoritaire si elle ne s'unit pas un tout petit peu. Ce n'est pas avec sa portion congrue de 28 députés. C'est quand même une opposition foisonnante avec beaucoup de partis politiques. Et puis, depuis janvier 2023, on a l'impression qu'elle est en train de reprendre du poil de la bête. C'est des gens qui étaient ensemble à un moment. Ils se connaissent tous, et il y a eu des divergences, mais ça ne veut pas dire que le dialogue est complètement rompu. Donc, je pense que le FCDE de Paul Rompé peut faire des difficultés, mais à la fin, je pense que si ce parti n'a pas décidé de rejoindre la mouvance présidentielle, elle sera obligée de se rallier à l'opposition parce que sinon... Ce parti est de l'opposition. En tout cas, au parti majoritaire de l'opposition. Pourquoi est-ce que le cas FCBE pose polémique justement? Parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux et dans les journaux même. Oui, parce que c'est le parti du président Thomas Boniaï. Et c'est le parti duquel il a démissionné. Donc c'est son parti. Et c'est pour ça que ça polarise l'attention. Est-ce que ça peut avoir des chances de rapprochement entre FCBE et démocrates? Il y a des chances. Si FCBE ne se rapproche pas des démocrates, je me demande très bien, et je me demande bien ce qu'ils feront de leur avenir. C'est quoi? Vous vendez très peu cher leur peau. Il y a quand même des échéances. Dans les urnes, les démocrates se sont imposés par au moins 28 députés à l'Assemblée nationale. Ça, c'est en 2023. Je n'ai pas souvenance que FCBE ait eu des députés. Mais au moins des maires et des élus locaux. Bon, est-ce que ça suffit pour exister quand un parti de l'opposition qui désormais vous a arraché le poste très enviable de chef de file
de l'opposition vous a dévancé, vous ne pouvez pas faire la concurrence. Au-delà des FCB, est-ce que vraiment cette démarche, cette envie de réunir tout le monde autour de soi, des démocrates, pourrait vraiment prospérer? Quand on voit un peu le contexte... Il y a des chances que ça prospère, parce que c'est Boni Yayi qui a pris les devants. Ah oui? Pas en tant que... Mais c'est un homme à polémique, c'est un homme controversé, notamment sur l'échiquier politique national. Je pense que quelque part, toutes ces personnes ont une certaine admiration pour le président Boni Yayi. Ah ouais? Tous les partis qui se réclament de l'opposition, me semble-t-il, ont des... Est-ce que vous avez demandé l'avis de Paul Rompé avant de faire cette déclaration? Ce n'est pas le monsieur, oui. A été ministre de Ça ne suffit pas pour partager l'image. De toute façon, ça le rapproche de Boni Yayi plus que de quiconque au sein du parti. Donc, si quelqu'un peut lui parler, c'est encore le président Boni Yayi. Donc, je pense que si c'est le chef de file de l'opposition qui prend les devants, il y a des chances réelles qu'une réunion, une réunification soit possible. Est-ce qu'il n'y aura pas un problème de génération par ailleurs? Quand on voit un peu les autres partis de l'opposition, je veux penser par exemple au MPL tenu par un très jeune homme, Expérience Tébé par exemple, quand je pense au parti politique de M. Avoignon qui est un jeune aussi de la même génération que Expérience Tébé, est-ce qu'en face d'eux, s'ils ont un certain Boni Yayi d'une certaine génération, ils ne vont pas être un peu réticents, avoir un peu de retenue, vu son âge, vu son passé politique, vu les charges qu'il a assumées par le passé à la tête de ce pays? Est-ce que ça ne va pas être un frein à cette réunification? Je pense le contraire. Ah oui? Je pense le contraire. Je pense qu'il se sentirait en confiance si c'est un homme de l'envergure du président Boni Yayi qui est devant et qui réunit tout le monde. Je pense qu'ils seront en confiance. Est-ce qu'on est en train de s'achever là vers le cas Union fait la nation en 2010? C'est bien possible, mais ça incite la mouvance présidentielle à faire de même. Est-ce qu'elle pourrait y arriver? Ah, ça, c'est une autre histoire. Mais elle n'a pas d'autre choix que de faire pareil. Parce que sinon, elle disparaîtrait. Et enfin, si elle vole en éclat, je pense que tous les calculs donneraient cette mouvance perdante pour la prochaine élection présidentielle. Donc, je pense qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Ils sont obligés de composer ensemble. Et si certains font défection et vont vers l'opposition, il faut qu'il reste une certaine majorité quand même soudée autour du président de la République. Et je pense qu'ils se donneraient les moyens de faire ce travail-là pour que, à la fin du quinquennat, comme nous en avons l'habitude, qu'on ne voit pas tout le monde aller dans tous les sens. Ça ne va pas rater en 2026, hein, c'est les élections générales. Ça ne ratera pas, ça ne ratera pas. Mais je pense que la mouvance présidentielle tirera leçon d'un certain nombre d'échecs passés, surtout des législatives dernières, pour faire en sorte que l'inévitable ne se produise. Alors, notre troisième sujet, la question du surendettement, hein, et ça vient toujours, décidément, du parti les démocrates, notamment de ces députés à l'Assemblée nationale, qui alertent le monde. Notre pays est suffisamment, sinon trop souvent suffisamment endetté, pour faire un peu dans le pléonasme, suffisamment endetté. Faut-il s'inquiéter aujourd'hui? On a des données là vraiment qui inquiètent l'avenir. Alors, qui fixe les seuils à partir desquels il faut s'inquiéter? Les organisations sous-régionales. On a des seuils. Est-ce que ces organisations s'inquiètent? Est-ce qu'elles ont besoin de s'inquiéter sur la place publique? Elles font des notes, non? Elles font des remarques. Et puis les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand on a fixé un seuil, 45 ou 47% peut-être, et qu'on a dépassé cela, on n'a pas besoin que l'organisation vienne faire des alertes. Est-ce que vous nous dites par là que nous avons déjà dépassé le seuil d'endettement autorisé? Moi, je vous soumets la question. Que pensez-vous de la situation évoquée par les députés et les démocrates? Nous sommes encore loin du seuil. Sérieusement? Sauf que, par le passé, nous n'avions pas beaucoup de possibilités de nous endetter. C'est ça la vérité. Comment ça? Par le passé, nous n'avions pas tous les outils qu'il fallait pour s'endetter. Nous ne pouvions pas aller sur tous les marchés pour nous endetter. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des données macroéconomiques qui se sont suffisamment stabilisées pour donner confiance à ceux qui... Mais nos sollicitations sur les... Vous pensez que si vous avez une économie qui n'est pas viable, quelqu'un vous passerait de l'argent? Oui, mais nos sollicitations sur les marchés internationaux sont de moins en moins satisfaites aujourd'hui. Hein? Vous avez observé la rareté, je dois dire, des réponses que nous obtenons sur le marché, que cela soit un marché sous-régional ou international.
Je ne suis pas sûr d'avoir enregistré cela. Ah oui? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que le Bénin soit perçu, ou que ce soit aujourd'hui, comme un pays insolvable. Donc, à partir de ce moment... Pas insolvable, mais que ces charges de dette commencent par grandir et atteindre un niveau. À ce point, oui, plus personne ne lui passerait de l'argent. Et pourtant, nous continuons d'avoir des prêts des banques. L'Assemblée nationale continue de ratifier des accords de prêt, n'est-ce pas? Donc, ça suppose que, quelque part, nous sommes encore tout à fait à l'aise dans notre situation financière. Mais vous croyez que les pays que nous regardons comme des modèles là ne sont pas endettés? Ils sont endettés, mais à la juste hauteur de leur économie. Si ceux qui vous font des prêts évaluent votre économie et se rendent compte que vous ne pouvez pas supporter des dettes nouvelles, vous ne pouvez pas avoir de l'argent. Ce n'est pas en allant parler aux gens avec vos beaux yeux que vous obtenez des prêts. Non, les gens s'assurent que vous n'avez pas encore atteint le seuil critique. Les gens s'assurent que les conditions On attendait mieux de la visite de Patrice Talon en Chine, par exemple. Surtout de ce côté-là aussi, la Chine a fait quelques hésitations aussi. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous ne lisez pas l'actualité? Non. Monsieur Oké? Non. Oui. Dites-moi très exactement où vous pensez que la Chine a eu des hésitations. Parce que je n'ai pas noté ça. Je n'ai pas noté ça. Les accords que nous avions avec la Chine, il y en a même qui n'ont pas encore été complètement consommés. Notre aéroport de Glo-Djibé, c'est beaucoup d'argent. L'État béninois n'a même pas encore décidé de commencer à consommer cela. Voilà pourquoi peut-être la Chine a fait quelques hésitations. Allez, aujourd'hui, la qualité de la dette... fait aussi ses propres analyses, ses propres calculs et décide dans quoi elle veut investir. Et les éléments qui peuvent la décider, c'est peut-être aussi la qualité ou la hauteur des dettes qui s'amoncellent devant notre porte. Non, pas forcément. Non, pas forcément. C'est peut-être les domaines dans lesquels elle tient à faire ses investissements, parce que ce ne sont pas des philanthropes non plus. De toutes les façons... Ils ont tous comment on dit, un canevas sous les yeux, et ils savent ce qu'ils veulent, ils connaissent leurs objectifs. De toute façon, ces 5 dernières années, on a été très présents sur le marché des prêts, que cela soit au niveau sous-régional qu'international. Mais l'autre débat que cela suscite, c'est quand nous prenons l'argent chez les autres, qu'est-ce que nous en faisons quand nous revenons chez nous? Est-ce que vous pensez véritablement qu'on investit de façon rationnelle là, de façon à rentabiliser surtout? Personne ne peut le dire, à part les députés. Comment ça? C'est eux qui mettent en action ou qui dépensent? C'est l'exécutif qui dépense, non? Ce sont les députés qui ont dans leurs mains un outil qui leur permet de savoir si l'argent que l'État s'en va emprunter est dépensé à bon escient. C'est la loi de règlement. Je vous en ai parlé la dernière fois ici. Oui, mais vous êtes un observateur. De règlement. Vous êtes un observateur de la scène publique. Figurez-vous que les lois de règlement de 2005, 2006, 2007 et 2008 ont été liquidées en 2013. Vous vous imaginez? C'est-à-dire que les dépenses effectuées par l'État entre 2005 et 2008 n'ont été vérifiées par les députés qu'en 2013, et ça n'a été qu'une formalité parlementaire. Dans ces conditions, vous refusez de contrôler l'action du gouvernement alors que vous êtes des représentants du peuple. Les lois de règlement de 2009, 10, 11, 12 et 13, c'est en 2015 que l'Assemblée les a examinées en une seule journée. En plénière, en une seule journée. Le 9 février 2015. Donc, quand c'est comme ça, c'est que les députés eux-mêmes ont décidé... Oui, vous êtes un acteur, vous êtes un observateur. Vous êtes un observateur de la vie politique, de la vie sociale, de la vie économique, de la vie publique nationale. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces sous qu'on va chercher ailleurs? Mais on est obligé d'aller... Vous savez, c'est dans notre culture que nos parents nous avaient inculqué... La méfiance par rapport à l'endettement. C'est de la modestie. C'est l'enseignement de la modestie, de l'humilité, de la prudence aussi. Ça nous est resté et nous avons du mal à imaginer que la dette soit véritablement un instrument de développement. Mais si vous ne vous endettez pas, comment vous le faites?
Qu'est-ce que vous voulez faire? On va se cotiser et puis d'ailleurs, les ressources fiscales seront là pour des États comme les nôtres, pour les États comme les nôtres de la sous-région ouest-africaine, d'ailleurs de toute l'Afrique, la dette est un instrument de développement. Et c'est pour ça qu'il y a des banques de développement un peu partout sur le continent. Sauf qu'il faut bien investir et savoir où investir et à quel moment investir. La représentation nationale doit se réveiller et se reprendre au sérieux et contrôler. Vous savez, il y a une loi qui a été votée et qui permet désormais au président de la République de ne plus recourir à, comment on dit, à l'autorisation de l'Assemblée nationale avant d'engager le Parlement. Oui. Bon, mais c'est une excellente chose. Ah oui? C'est une excellente chose. Comment ça? À partir du moment où la loi dit, la Constitution dit que c'est le président qui détermine. Là où il faut emprunter l'argent, il n'a pas, oui. C'est lui qui détermine. Bon, laissez-le se donner les moyens de ce programme. De mettre en pratique cette politique. Quitte à ce qu'on découvre après, son départ qu'il nous a fait beaucoup de bébés dans le dos. Pourquoi on attendrait son départ pour le découvrir? Un budget annuel. Et son contrôle pourrait être annuel. Mais il faut bien que les députés veuillent le faire. Alice Carlos Oké, merci beaucoup. Le temps il est vraiment passé, hein? Mesdames et messieurs. Merci d'avoir été là. C'était le cinquième numéro de votre émission. Ce qu'il fallait démontrer. Merci d'avoir été des nôtres. Hein? Merci à vous. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Rendez-vous la semaine prochaine.